Bonsoir à tous. Bienvenue aux derniers arrivants. Vous pouvez entrer, vous pouvez vous joindre à nous. N'hésitez pas à entrer dans la salle. C'est avec très grand plaisir et enthousiasme que je vous accueille aujourd'hui à cette conférence sur la mutualisation du transport. Cet événement est organisé par l'ASLOG-NC, Association des professionnels de la logistique et de la supply chain de Nouvelle-Calédonie. Je tiens à remercier Mahfoud Hassen, sans qui cette conférence n'aurait pas eu lieu, et Mahfoud qui m'a mis en relation avec Thierry Jouenne, qu'on accueille ce soir. Ceux qui parmi vous souhaiteraient rejoindre notre association, vous êtes bienvenus et vous trouverez dans la salle des bulletins d'inscription à l'ASLOG-NC. Je souhaite vous présenter Thierry Jouenne, qui animera cette soirée et partagera son expérience avec nous ce soir. Thierry est un expert de renommée internationale dans le domaine de la supply chain. Il est consultant, enseignant, auteur et conférencier. Thierry passe à peu près un mois à Nouméa pour une session de formation d'un groupe de professionnels calédoniens et d'audit d'entreprise avec pour objectif d'améliorer les compétences des professionnels calédoniens et de contribuer à structurer et rendre plus performantes nos supply chains. Ce dispositif inclut le FIAF qui subventionne ces formations, des entreprises qui accueillent des audits qui sont réalisés par Thierry Jouenne avec le groupe d'apprenants et Devenir qui est l'organisme de formation qui héberge en fait les formations. Le contexte de lutte contre la vie chère et de développement d'un axe indo-pacifique met plus que jamais au centre de nos réflexions la question de savoir comment améliorer nos supply chains de façon durable et les rendre économiquement plus performantes. Thierry va nous expliquer ce qu'est la supply chain, ses fondamentaux. Il va partager son expérience sur la façon de mutualiser le transport logistique. En mutualisant nos ressources de transport, nous pouvons créer une société plus durable, plus équitable. Cela permettra d'optimiser également l'utilisation des infrastructures existantes, de réduire les coûts pour les utilisateurs et d'améliorer le service client. J'encourage chacun d'entre vous à poser des questions, à participer activement à la discussion qui aura lieu à l'issue de cette conférence. C'est ensemble que nous pourrons construire un avenir où le transport est plus durable, plus efficace et plus accessible pour tous. Merci encore d'être présents. À très bientôt pour d'autres événements avec l'ASLOG-NC. Bonsoir, merci Jean-Olivier pour cette ouverture. Je voulais te remercier à nouveau d'avoir organisé cette conférence, de m'avoir invité à partager mon expérience. Je voulais aussi remercier Mahfoud Louis Massen en fait, de nous avoir mis en relation, puisque sans lui, je n'aurais pas été là, mais sans toi, je n'aurais pas été là non plus, puisque tu as souhaité vraiment inaugurer un programme à la fois de formation, mais aussi une dynamique de développement des compétences de la supply chain auprès des entreprises calédoniennes. Donc c'est vraiment un plaisir que de venir pour la première fois en fait à Nouvelle-Calédonie. Moi je découvre un territoire qui pour moi en fait n'était pas très très clair. Vu une métropole, qu'on n'a pas d'attache, qu'on n'a pas de famille ici, on pense pas venir naturellement en Nouvelle-Calédonie, parce que tout de suite on se dit voilà c'est l'autre bout du monde. Finalement on a peut-être une image un peu déformée aussi de la Nouvelle-Calédonie et puis je m'aperçois que c'est un territoire fascinant quoi. Il y a un sentiment de liberté, d'espace. Voilà, c'est le champ des possibles. J'ai le sentiment qu'on peut entreprendre, et puis surtout dans un cadre magnifique. Donc vous avez vraiment une chance d'être ici. Et j'ai pu aussi découvrir la supply chain de 2 entreprises à travers donc le programme de formation donc, que je donne, qui ont véritablement des belles choses qui sont en place. Donc il n'y a pas non plus beaucoup de choses à envier à la métropole, parce que vous savez faire déjà beaucoup de choses. Alors cette conférence a pour objet de vous partager une expérience donc de la mutualisation du transport, notamment à travers un projet que j'ai mené en Bretagne. Mais auparavant, donc Jean-Olivier souhaitait que je présente les fondamentaux et que je réponde à la question pourquoi est-il utile d'investir dans la supply chain en Nouvelle-Calédonie et comment le faire. Donc, si vous voulez, je vais commencer par présenter, on va dire, ou répondre à ces 2 questions-là, et ensuite on va parler de la mutualisation du transport. Alors, voici le plan. Donc, je vais rappeler le micro, pardon. Si on parle des fondamentaux, parce que la supply chain, c'est pas toujours évident donc à cerner.
si on veut parler d'une définition, donc j'aurai 10 minutes à peu près de rappel des fondamentaux avant de répondre à la question de pourquoi il faut investir dans la supply chain. Donc c'est la chaîne de l'offre et de la demande, puisque tout part de la demande au niveau de la supply chain. Donc c'est cette chaîne qui va partir du consommateur et qui va traverser, on va dire, à la fois les distributeurs, mais aussi les industriels, jusqu'aux fournisseurs de matières premières, d'emballage, etc., quoi. Si on parle de définition, qu'est-ce que c'est que le supply chain management? On peut résumer en fait cette fonction à la planification, à l'exécution et à la maîtrise des flux. En fait, c'est le département dans l'entreprise qui va s'occuper de tous les flux. Que ce soit les flux donc, qui rentrent, les flux d'approvisionnement, mais les flux qui transitent à travers l'usine, l'entrepôt, mais aussi tous les flux de distribution. Et déjà, on s'aperçoit qu'à travers cette définition, on s'aperçoit que ce n'est pas véritablement une fonction que doit gérer le commercial ou la production ou les achats, puisque eux, c'est vraiment de vendre ou alors de produire ou bien d'acheter, quoi. La question des flux, c'est vraiment la question, ou en tout cas le domaine de la supply chain, sachant que les stocks, c'est des flux aussi qui sont à l'arrêt. Donc on est responsable des stocks, on doit optimiser les stocks. Par conséquent, on va véritablement remplir un certain nombre d'obligations dans l'entreprise qui vont permettre de servir la demande aux clients. Justement, c'est quoi cette finalité de la supply chain? Là, c'est de répondre à la demande du client. Le client souhaite être livré, souhaite un produit dans telle quantité, pour telle date, à tel endroit. Eh bien, c'est nous qui allons prendre l'engagement de le livrer. C'est nous qui allons dire, OK, en fonction des stocks que l'on a, en fonction aussi des engagements de service qu'on peut avoir avec toi, eh bien, on va te livrer cette commande. Donc là aussi, ce n'est pas le commercial qui va prendre cet engagement. Souvent, on va voir la partie ADV, donc l'administration des ventes, de rattacher au commerce, et l'ADV, puisqu'elle est rattachée au commerce, va promettre en fait des commandes pour le lendemain alors qu'il faut 3 jours. Et là, du coup, on a des problèmes de service. Donc c'est pour cette raison que finalement, la supply chain va véritablement prendre cette responsabilité que de livrer des commandes parfaites, donc c'est-à-dire respect des quantités, respect des délais, respect des engagements de service. Tout ça à moindre coût. Et donc, en définissant au préalable, qu'est-ce que tu veux comme délai, qu'est-ce qu'il est réaliste de faire, qu'est-ce que tu veux comme fréquence, qu'est-ce que tu veux comme MOQ, qu'est-ce que tu veux comme incoterm, est-ce qu'on s'occupe du transport ou pas, qu'est-ce que tu veux comme palettisation, comme étiquetage, sous quelle forme on reçoit les commandes. Donc tout ça, ça définit les accords de service que là aussi, on va définir avec le client. Si on continue, donc c'est une fonction dans l'entreprise qui est l'une des plus riches, puisque vous avez 25 métiers. Donc si on passe en revue les métiers, vous les avez au niveau de l'ADV, des personnes qui prennent les commandes, qui s'engagent vis-à-vis des clients, mais aussi les gestionnaires de stock, les responsables d'entrepôt, les magasiniers, les préparateurs de commandes. Vous avez aussi donc les responsables transport, vous avez les transporteurs eux-mêmes, vous avez les planificateurs, les prévisionnistes, vous avez les approvisionneurs. Vous voyez, donc vous avez un certain nombre de métiers qui se retrouvent dans la supply chain. Et tout à l'heure, donc on était en formation, on a passé 3 quarts d'heure quelque part à discuter du rôle et de la place du directeur supply chain dans l'organisation. Donc c'est pas évident quelque part à chaque fois de définir quels sont les métiers et à qui faut-il les rattacher pour véritablement maîtriser ces flux. Donc si on regarde un petit peu le rôle que l'on a, c'est service client. C'est d'abord de livrer véritablement donc les commandes parfaites aux clients. C'est de réduire l'incertitude. Donc on doit se projeter, faire des prévisions de vente pour véritablement anticiper au mieux et donc réduire l'incertitude sur les ventes, coordonner l'offre et la demande, avoir suffisamment de stock pour couvrir la demande, mais pas trop pour finalement risquer de devoir jeter ou tout simplement d'avoir des surcoûts de stock. C'est gérer aussi et planifier donc les approvisionnements à la production. On planifie la production, véritablement, c'est pas la production planifiée elle-même ce qu'elle veut lancer, mais c'est à la supply chain de proposer un planning à la prod qui va l'exécuter. On va s'occuper du transport, de l'entrepôt, de la partie aussi planification, enfin intégrer la maintenance et les retours des produits. Optimiser les stocks, optimiser les ressources en général, ressources industrielles, ressources de l'entrepôt, et puis bien sûr maîtriser le service client, les coûts logistiques et aussi les rejets de gaz à effet de serre en fait. Donc vous voyez, c'est une fonction très très riche. Et quand vous n'avez pas une fonction clairement identifiée, supply chain dans l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tous ces métiers, toutes ces activités sont réparties entre les ventes, entre la prod et aussi les achats. Et finalement, ces fonctions, qui ont pourtant des objectifs clairs, se retrouvent à faire de la supply chain alors que ce n'est pas leur métier. Et le problème de cela, c'est que vous allez avoir des désynchronisations de flux. L'acheteur va plutôt
faire en sorte d'acheter des quantités de commandes très élevées pour réduire ses coûts d'achat. Le commercial, lui, va vendre quelque part des choses qui ne soient pas réalistes en termes de délai, va promettre, on va dire, des choses très coûteuses à l'entreprise, et puis la production va lancer des longs runs. Par conséquent, donc, forcément fabriquer pas tous les produits qui sont nécessaires, mais aussi occasionner des surstocks. Donc, si on regarde un petit peu les processus qui composent cette supply chain, eh bien, vous avez la partie gestion de la demande. C'est là où on va recevoir les commandes, mais aussi faire les prévisions de vente, gérer l'entrepôt, gérer les stocks, planifier la production, gérer les appros, visionnement. Vous avez la partie donc, transport, entrepôt, et vous avez la stratégie et la traçabilité. Vous voyez, vous avez déjà une petite dizaine de processus supply chain dans ce macro-processus de l'entreprise qu'est la supply chain. Quasiment une dernière slide pour rappeler les fondamentaux. Ici, c'est pour montrer que cette supply chain, elle est transversale. En fait, elle part du client, elle va jusqu'au fournisseur, mais elle est aussi interfacée avec les autres fonctions de l'entreprise, les fonctions commerciales. C'est à ce niveau, à cette interface, qu'on discute des prévisions de vente avec les commerciaux. On se met d'accord sur les prévisions, les promotions, les actions commerciales. C'est aussi des contrats d'externalisation logistique avec les prestataires logistiques. C'est les plans de production avec la production. C'est les approvisionnements avec les achats. Donc, vous voyez, il y a pas mal d'activités qu'on va gérer en interface avec les autres fonctions de l'entreprise. Et ça, c'est difficile aussi à faire comprendre dans une entreprise. Donc, une supply chain qui a sa place, mais en même temps qui discute avec tout le monde. Et forcément, quand il y a des échanges avec les autres fonctions, de quoi on va parler? Pour terminer, la supply chain digitale, on en parle de plus en plus. Eh bien, c'est tout ce qui va permettre d'accélérer les échanges d'informations, de les fiabiliser, parce que c'est plus facile lorsque vous douchez, vous scannez un code à barre, de capturer l'information sans risque d'erreur. Vous avez aussi donc de la business intelligence pour faire en fait des tableaux de bord informatisés. Vous avez de l'EDI, les échanges de données informatisés pour éviter de ressaisir les commandes que vous envoient les clients. Vous avez aussi donc, des drones pour faire des inventaires plus facilement. Vous avez de la robotisation dans l'entrepôt aussi. Et vous avez donc l'intelligence artificielle. Si on veut aller plus loin pour justement donc, améliorer la visibilité dans la supply chain, par exemple. Donc j'en ai terminé sur les fondamentaux. Maintenant qu'on a à peu près le même cadre, on va dire, de définition de cette supply chain, pourquoi faut-il développer la supply chain dans les entreprises calédoniennes? Est-ce que la Calédonie peut faire l'économie de compétences en supply chain? Eh bien, je n'ai pas le sentiment, c'est même tout le contraire. Pourquoi? Alors, depuis ma vision de métropolitain, donc j'ai pu voir quand même que les coûts logistiques sont très élevés, parce que vous êtes très très loin, vous avez pas mal d'approvisionnements donc, qui viennent de métropoles, donc tout ça, ça coûte très très cher. Et puis vous avez une distribution capillaire aussi sur l'île qui coûte très cher. Donc vous avez des délais d'approvisionnement qui sont très longs, qui demandent une anticipation des ventes. Donc il faut être très très bon en prévision de vente finalement, lorsque vous avez 3, 4, 5 mois de délai d'approvisionnement. Il faut être capable de dire ce qu'on va vendre avec une certaine précision, 4-5 mois à l'avance. Vous avez aussi donc une masse critique qui n'est pas très forte. Donc vous êtes à peu près 300 000 ou 270 000 personnes en fait à vivre sur l'île. C'est pas un marché énorme, sachant que la majeure partie des entreprises calédoniennes travaillent pour la Nouvelle-Calédonie, quoi. Donc il y a véritablement besoin quelque part d'optimiser cette supply chain si on veut donc que nos coûts n'explosent pas, quoi. Et enfin, vous avez des voisins qui sont très, très compétitifs en matière de supply chain, très, très forts, très robustes. Je pense aux Australiens, je pense aux Indonésiens, Singapour aussi, la Chine, le Japon. Tout cela, en fait, c'est des experts spécialistes de la supply chain, très reconnus au niveau international. Par conséquent, donc, vous avez besoin aussi d'élever le niveau par rapport à eux. Et je pense que, quelque part, vu toutes ces contraintes que vous avez, tous ces défis que vous avez à relever, vous devez avoir la meilleure supply chain du monde. Parce que, en fait, voilà, vous êtes petit, parce que vous êtes petit quelque part et très loin, vous avez des surcoûts importants. Donc, si on n'arrive pas à maîtriser ces coûts, si on n'arrive pas à faire des bonnes prévisions de vente, si on n'arrive pas à être les rois de la planification, eh bien, ça coûtera toujours très, très cher. Pourquoi la développer? Alors, vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce que ça me rapporte? En fait, je participais à une table ronde, c'était à la fin juin à Saint-Malo, et il y avait une question qui était posée. On était 4,
Et est-ce que la supply chain, c'est un centre de coût ou est-ce que c'est une activité de création de valeur? Cette question-là, moi, je l'ai entendue, je l'entends depuis 20 ans, quoi. Et on peut s'étonner encore qu'on pose cette question-là. Donc, si on décortique cette question, c'est, OK, la supply chain, à travers la logistique, coûte de l'argent. Mais au-delà de ce qu'elle coûte, est-ce qu'elle permet d'augmenter les ventes? Est-ce qu'elle permet aussi d'augmenter la rentabilité? Donc, est-ce que c'est une activité qui permet donc de faire du développement commercial, de vendre plus et de faire des économies? Et en fait, oui. Et là, vous avez plusieurs leviers, à la fois de croissance, mais aussi de productivité. Le levier de croissance, par exemple, la qualité de service. En Calédonie, si vous avez une qualité de service, et alors pour les 2 entreprises que j'ai auditées, ils sont vraiment très très bons, ils sont à 97-98%, et c'est même assez surprenant, parce qu'en métropole, on n'a pas toujours ces niveaux-là. Mais on comprend pourquoi vous êtes bon en qualité de service. Bon, parce qu'il y a un statut déjà aussi au niveau des fabricants de marché protégé et vous devez avoir la meilleure disponibilité. Donc, il faut être au rendez-vous, sinon on se fait un petit peu tailler des croupières par les importateurs. Et en fait, vous avez très bien compris qu'un mauvais taux de service, eh ben, c'est une vente de perdu. Et donc, plus vous aurez un taux de service à 98, 99%, 99,5%, et plus vous allez maximiser vos ventes. Vous avez aussi la possibilité, donc, grâce à des stocks de sécurité, d'augmenter votre réactivité. Les ventes augmentent. Bien, du coup, je continue à vendre parce que j'ai des stocks de sécurité. Je sais bien dimensionner mes stocks de sécurité. Vous pouvez aussi vendre des services logistiques, en plus des produits que vous vendez. Donc ça, c'est aussi une manière d'accroître le chiffre d'affaires. Donc, vous avez plein d'exemples comme ça. Et au niveau rentabilité, eh bien, par exemple, on va améliorer les marges en faisant tourner plus facilement, plus rapidement les stocks. Donc ça, c'est des choses assez évidentes, mais vous avez tendance quelque part à surstocker pour maximiser le taux de service. La question qui se pose, est-ce qu'on peut continuer à faire un très bon taux de service en réduisant les stocks, c'est-à-dire en les faisant tourner plus vite, sachant qu'on a des contraintes d'éloignement? Alors pour le faire, oui, pour ça, il faudrait faire des bonnes prévisions de vente aussi, quoi. Donc tout est lié, quoi. Ensuite, vous avez la collaboration logistique, hein, c'est le thème un peu de la conférence, la deuxième partie. Eh bien, en collaborant en termes de logistique, en termes de transport, eh bien, on va réduire les coûts de transport. Et je vous montrerai comment est-ce qu'on l'a fait, notamment en Bretagne. Sur cette slide, vous avez 80 bonnes pratiques. Donc, elles ont été recensées par Supply Chain Plus, qui est une association récente comme la SLOG, hein, donc un peu plus récente que la SLOG, puisqu'on l'a créée en 2021. Et ça, c'est le travail d'une 60aine de directeurs supply chain, de responsables de planification, bref, dans tous les métiers de la supply chain, qui, globalement, donc, ont recensé 80 bonnes pratiques qui, elles aussi, créent de la valeur en permettant de développer les ventes tout en augmentant la rentabilité de l'entreprise. Donc, vous voyez, si vous arrivez à mettre tout ça en place, vous êtes les champions de la supply chain dans le Pacifique. Alors, on va y aller graduellement. Il y a déjà des choses que vous faites très, très bien. Mais néanmoins, quelque part, c'est véritablement la boussole pour, un à un, mettre en place toutes ces bonnes pratiques. Et donc là aussi, on a une échelle de maturité avec un référentiel qui vous permet de savoir où vous en êtes et si vous êtes loin de la cible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a classé ces bonnes pratiques par critères d'excellence, la fiabilité, parce qu'il faut être fiable, l'efficience, parce qu'il faut être fiable en coûtant le moins cher possible, il faut être agile, il faut aussi être préventif, attention donc aux accidents de travail, etc., parce que la logistique est accidentogène dans les entrepôts notamment, mais il faut aussi être résilient, il faut être aussi écologique, supply chain digital, supply chain collaborative, supply chain apprenante aussi, quoi. Donc voilà donc les raisons pour lesquelles il faut développer les compétences en supply chain auprès des entreprises calédoniennes. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Si on est convaincu qu'il faut le faire, comment est-ce qu'on va le faire? Donc, tout simplement, en commençant par ce qu'on a commencé à faire avec Jean-Olivier, c'est en faisant des audits supply chain. L'audit supply chain vous permet donc de passer en revue l'ensemble de vos processus et de mesurer votre véritable maturité, vos forces, vos faiblesses logistiques, et ensuite donc, de vous comparer les uns les autres. Et ça vous permettre ensuite d'établir une feuille de route sur les axes de progrès. Et je pense que c'est véritablement donc, la bonne action et le point d'entrée de l'amélioration des performances de la supply chain. Faisons un audit, faisons la photo de notre supply chain, souvent par un regard extérieur, par un auditeur qui va passer une journée chez vous. Donc, je ne vais pas décrire cette échelle de maturité, mais globalement, lorsqu'on est tout en bas
on ne comprend pas parce qu'on a des stocks, malgré tout on a des ruptures et on a des surcoûts de transport. Et donc c'est un peu la panique parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser, ni comment faire pour s'améliorer, quoi. Donc au niveau Orange, vous êtes dans une situation où vous n'anticipez pas assez, vous ne faites pas assez de prévisions de vente. Donc c'est un peu stressant de se prendre des à-coups comme ça tous les jours et du coup de manquer des ventes. Dans la partie jaune, vous avez véritablement donc, des prévisions de vente, vous faites de la planification. Néanmoins, vous passez beaucoup de temps à ressaisir les commandes, à faire des OF aussi manuels, à suivre votre production manuellement, etc. Il vous manque la partie bleue qui est la partie digitale pour aller plus vite. Et la partie verte, c'est la collaboration inter-entreprise, où là, on cherche des synergies pour véritablement améliorer la visibilité de la demande, mais aussi réduire les coûts. Alors, comment est-ce qu'on fait ces audits supply chain? On a un référentiel qui s'appelle Supply Chain Masters, qui lui est vraiment adapté aux entreprises calédoniennes. Donc, il s'applique aux PME qui font entre 30 et 250 salariés. Donc, on est à peu près, enfin, on est carrément dans le cœur de cible des entreprises calédoniennes. Et donc, c'est ce référentiel qu'on utilise depuis 2 semaines pour auditer la supply chain des entreprises calédoniennes. Donc, l'avantage de ce référentiel, c'est qu'il contient toutes les bonnes pratiques de supply chain management et aussi logistique durable. Et puis, donc, il est aussi aligné sur les grands référentiels de type SCORE, MMOJ dans l'automobile. Et il intègre aussi donc, les technologies numériques. Alors, sans avoir à passer trop de temps pour le décrire, donc on le matérialise par ces trous de la supply chain. Les 4 points cardinaux, c'est la stratégie supply chain tout en haut. Ensuite, vous avez l'organisation supply chain à gauche, les processus et les KPI à droite, et le système d'information qui est la base en fait, de la supply chain. Le système d'information est fondamental. Nous, la supply chain, on exploite 80% des données du système d'information. On est les plus gros utilisateurs finalement du système d'information. Pas de façon exclusive, toutes ces données sont partagées avec les autres fonctions. Néanmoins, donc, sans système d'information robuste et complet, on ne peut pas développer, on va dire, une bonne performance logistique. Et puis au centre de cette roue, vous reconnaissez les processus, gestion de la demande, gestion du transport, gestion d'entrepôt, etc., gestion des stocks, gestion de production, gestion des approvisionnements, etc., la traçabilité autour, et puis les piliers du développement durable. Donc ce référentiel s'applique à toutes les PME, PMI, dans tous les secteurs d'activité, donc il est multisectoriel, et il repose sur une grille de maturité, donc, qui va du niveau logistique non formalisé, donc ça vaut 0 quelque part. Tout le monde fait la logistique, mais si ce n'est pas formalisé, s'il n'y a pas de stratégie, si vous n'avez pas de processus, si vous n'avez pas une organisation, si vous n'avez pas un bon système d'information, globalement, tout ça, c'est une supply chain sous-dimensionnée, pas structurée, alors qui n'a pas forcément besoin de tous ces outils si vous n'êtes pas nombreux. Si vous êtes 4, 5, 10, 15 personnes dans l'entreprise, ça va bien aller. En revanche, au-delà de 30 salariés, 40 salariés, là, il y a une certaine complexité. Et si on n'a pas commencé à formaliser un certain nombre de choses, ça va devenir compliqué, on va être débordé et on va vraiment avoir des problèmes de service et des surcoûts. Donc, le niveau jaune, c'est que vous planifiez, vous exécutez, vous maîtrisez vos flux. Vous avez une direction ou un responsable supply chain, vous avez un bon système d'information, vous avez des processus, des indicateurs de performance. Le bleu, vous avez de l'EDI, vous avez des codes à barres, vous avez des terminaux portables, vous avez aussi de la business intelligence, bref, un certain nombre de technologies digitales. Et la partie verte, c'est que là, vous êtes tellement bon que vous cherchez à être encore meilleur en travaillant avec d'autres entreprises ou avec vos clients stratégiques ou avec vos fournisseurs stratégiques pour développer des synergies, quoi. Alors, comment est-ce qu'on va développer aussi les compétences supply chain? Eh bien, en formant une brigade d'auditeurs supply chain. Et ce qu'on a commencé à faire grâce à la SLOG, qui a pris l'initiative quelque part de lancer cette action collective. Donc, vous avez 9 responsables supply chain, logistique, qui travaillent dans les entreprises calédoniennes et qui, globalement, ont commencé une formation, qui sont en train de terminer, pour devenir des auditeurs, auditrices de la supply chain. Et donc, ils auront chacun 2 audits à faire dans les 12 prochains mois. Et 2 audits x 9, plus les 2 qu'on a fait, ça fait 20 audits. Donc, il y a 20 entreprises calédoniennes qui vont globalement donc, faire cet audit supply chain. Et grâce à ça, eh bien, on va être capable de monter des actions collectives. Parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément toutes les mêmes attentes, tous les mêmes besoins. Néanmoins, il y a certains besoins qui sont communs. On parlait de prévision de vente, probablement sur les 20 entreprises qui seront auditées, je suis prêt à parier qu'il y en a au moins la dizaine qui n'ont pas encore de processus,
dites de logiciels de prévision de vente. Alors, plutôt que chacun finalement avance à son rythme, c'est-à-dire mettre ça en place dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, peut-être jamais, eh bien on va se dire, tiens, s'il y en a 10 qui ont besoin de se structurer et d'investir dans un logiciel de prévision de vente, eh bien on avance ensemble. Et parce qu'on va avancer ensemble, eh bien on aura, on va dire, une action groupée. Se posera la question, j'y vais pas? Si mon concurrent y va, ou si mon collègue, mon voisin y va, j'ai pas envie de rester sur le bord de la route, donc j'y vais aussi. Donc vous ferez un appel d'offres, un cahier des charges avant, et vous aurez donc quelque part un logiciel peut-être commun, ou peut-être 2 logiciels différents, mais avec une formation commune. Et du coup, là, vous allez aussi optimiser les coûts de formation, les coûts de mise en œuvre, etc. Et vous êtes sûr d'avancer tous ensemble et de façon sûre vers l'objectif. Et donc, on peut imaginer que vous ayez comme ça 5, 6, 7 besoins qui soient communs. On parle beaucoup de planification stratégique. On appelle ça avec un jargon qui s'appelle SNOP, c'est toute la gestion des capacités de production, logistique, à 12 mois, 24 mois. Donc, c'est tout un concept qui marche très très bien, qu'on développe beaucoup en métropole. Si ici, il y a un besoin, il n'y a pas de raison qu'on ne le développe pas. Et si le besoin est partagé à plusieurs entreprises, il n'y a pas de raison qu'on ne travaille pas ensemble pour véritablement monter en maturité très vite. Sachant que c'est jamais très compliqué aussi à mettre en place. Sauf que souvent, l'argument, c'est de dire on n'a pas le temps, ou pas tout de suite, ou il y a d'autres priorités, et finalement, on n'avance pas. Gestion d'entrepôt, les WMS, gestion du transport. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que depuis 3-4 ans, un petit peu avant le Covid, 2019, ça a commencé un petit peu à bouger. On a des solutions en mode SaaS. Le mode SaaS, c'est Software as a Service, c'est vraiment des logiciels qui sont loués. C'est comme votre abonnement téléphonique. Donc, vous payez en fonction de votre utilisation. Mais vous n'installez pas le logiciel chez vous sur un serveur. Donc, c'est un logiciel partagé qui coûte beaucoup moins cher que si vous avez une licence à acheter et à l'installer chez vous, Et donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite aussi, Comment développer les compétences supply chain? Eh bien, en mutualisant les ressources, en travaillant en réseau. Et ça, c'est génial. Donc, à partir du moment où on a fait plusieurs audits, où on a des besoins qui sont communs, les entreprises se connaissent et se disent, c'est quand même un peu dommage. Globalement, on livre les mêmes clients, chacun de son côté, et globalement, on dégrade de la valeur plus qu'on en crée. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour livrer ensemble les mêmes clients? On peut aussi partager des compétences. Ça se passe en métropole. Vous avez une direction supply chain qui travaille à temps partagé pour 2 sociétés différentes, qui ne sont pas concurrentes, mais néanmoins, chacune des sociétés n'a pas les moyens de payer un directeur et une directrice supply chain, va le payer à 50%. Vous avez aussi des formations qui peuvent être mutualisées, vous avez des stocks aussi qu'on peut mutualiser. Il y a des produits qui sont communs, qui rentrent dans les process de fabrication. Pourquoi pas mutualiser un stock, mutualiser les achats. Voilà, et les capacités de transport. Et je termine par ce slide avant de passer à la deuxième partie, que j'aime beaucoup. Vous avez en fait, c'est un économiste à Paris, notamment, qui a défini ça, 3 grands seuils de croissance dans les entreprises. Vous avez le seuil à 30 personnes, vous arrivez à 30 personnes. Vous avez ensuite le seuil à 70 personnes, l'entreprise a continué à grossir. Et ensuite le seuil à 200. Et lui, son analyse, qui est partagée, c'est de dire que quand on arrive à 30, il faut un petit peu tout remettre à plat. Et se dire de quelle organisation on a besoin, de quels moyens financiers on a besoin, de quel système d'information on a besoin. Et ça pour grandir jusqu'à 70, sans se poser de questions. Donc on met en place une structure, des moyens, une assise financière pour croître et doubler de taille. Et ensuite, à 70, vous remettrez à nouveau tout à plat, comme ça, et vous dites, on va changer le système d'information, probablement. On va changer l'organisation, on a besoin de compétences nouvelles. On va changer aussi, on va peut-être augmenter l'actionnariat, etc., pour grandir jusqu'à 200 personnes. Et à 200, un nouveau table rase pour se donner un nouvel élan. Et là, moi, je pense que quand vous franchissez le seuil des 30 salariés, de mon point de vue, je pense que dès lors que vous êtes sur le seuil de 30 salariés, il faut recruter un responsable supply chain. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, il y a déjà une telle complexité, il y a déjà des flux importants dans l'entreprise, qu'il faut véritablement créer cette fonction, lui donner toute sa place,
toutes ces interactions avec les ventes, avec la production, avec les achats, de telle manière qu'il y ait un véritable pilote des flux dans l'entreprise. Et il y a beaucoup d'entreprises calédoniennes qui sont dans ce cas-là, qui atteignent ce seuil, on va dire, d'effectifs, donc qui justement pourrait justement donc créer cette fonction. Et là, ça change tout, parce que vous avez véritablement un ou une responsable de tous les flux. Ok, maintenant je vous propose de passer à la deuxième partie de la présentation, partage d'expérience sur la mutualisation du transport. C'est l'exemple en fait vécu du GIE Chargeurs Pointe de Bretagne. Donc on est sur un autre rivage, celui de la Bretagne, Grand Ouest Atlantique. On n'est plus dans le Pacifique, donc on va prendre un peu le frais. Et je vais lancer donc une autre présentation. Alors, je vous parle de cette expérience. C'est Jean-Olivier, dès le début, qui m'a dit « Je veux que tu nous parles de ce que tu as fait en Bretagne ». Donc, je me disais, c'est quand même étonnant, parce que les Bretons, je ne savais pas que ça pouvait intéresser les Calédoniens, quoi. Et en fait, cette expérience, c'est avec plaisir que je vous en parle, parce que j'ai travaillé pendant 6 ans sur ce projet, depuis sa genèse jusqu'à la livraison du portail web de mutualisation du transport. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au passage, ce projet a été primé en 2012 par le Supply Chain Magazine, qui est un magazine que vous recevez peut-être ici, qui organise tous les ans en fait un concours des meilleurs projets Supply Chain. Et donc on s'était présenté et on avait remporté le premier prix. Donc vous retrouvez Jean-Jacques Henaf qui porte le trophée, et puis moi je suis un petit peu à sa gauche, donc à droite, là, pour avoir travaillé sur ce projet. C'est un projet en fait qui est parti d'un cri d'alarme. C'est-à-dire que Jean-Jacques Henaf, qui est l'entreprise célèbre, la petite boîte bleue, donc la boîte de pâté Henaf, lui, son entreprise est basée dans l'extrême ouest de la Bretagne, donc sur la baie d'Audierne. C'est quasiment la ville la plus éloignée vers l'ouest ou la plus proche de New York. Donc lui est défavorisé par rapport ne serait-ce qu'aux Rennais, à ceux qui habitent à Rennes, ou encore ceux qui habitent à Orléans, par rapport au marché qu'il doit servir. Et il avait observé qu'en étant aussi loin quelque part de ces marchés, en devant parcourir 200-250 km de plus que les autres, eh bien, il y avait des coûts de transport plus élevés. Et que, à cause de cette différence de coût, de ce surcoût, eh bien, il y avait déjà des entreprises qui déménageaient leur logistique du territoire. Donc les entrepôts, petit à petit, partaient de Grand Ouest Bretagne pour s'établir à Rennes ou à Angers, voire à Orléans. Et donc il dit attention, si on ne fait rien, eh bien, le territoire va s'appauvrir en capacité logistique, et puis ensuite les usines vont partir aussi, quoi. Et finalement, on n'aura plus d'emploi, quoi. Et donc, c'est arrivé au moment aussi où la grande distribution augmentait les fréquences de commandes. Donc, on avait de plus en plus de commandes plus petites à livrer, donc des plus petites quantités à livrer, donc plus chères. Donc, c'est à Pouldreuzic que se trouve le siège de l'entreprise. Donc, l'engagement a été pris de se regrouper et de lancer une action collective avec l'aide du SIOCA, qui est un syndicat intercommunautaire de l'Ouest Cornouaillais. Donc, l'objectif du projet, ça a été de contenir l'augmentation des coûts de transport. Je ne cherchais pas vraiment à les réduire, mais tout simplement à contenir l'augmentation des coûts de transport, rechercher des solutions fiables et optimisées pour répondre aux demandes des clients et contribuer à la sauvegarde et au développement du territoire. Il y a eu un soutien des élus dès le début. Donc Jean-Jacques Henaf, il s'est adressé aux élus, c'est-à-dire au SIOCA, mais aussi à une agence de développement, à la députée qui était à l'époque Annick Leloc, et à 3 communautés de communes, c'est-à-dire le pays Bégoudin Sud, le pays de Douarnenez et le pays du Haut-Bigoudin. Donc on est vraiment en Bretagne. Et tous ensemble, ils ont monté et lancé cette action collective. Donc le modèle a été le suivant, c'est-à-dire que ils ont choisi, et on a travaillé sur ce concept tous ensemble, à mutualiser le transport. On s'est rendu compte, si vous êtes ici par exemple, que chacun, pour livrer les plateformes de la distribution, utilisait un transporteur différent et allait au même endroit à des jours différents. Donc on était sur des livraisons individuelles et fragmentées. Et comme les commandes se fragmentaient, eh bien, les lots qui étaient transportés dans les camions étaient de plus en plus petits et coûtaient de plus en plus cher. Et en fait, en faisant cette analyse, on s'est rendu compte que
ce serait mieux quand même d'utiliser le même transporteur pour aller au même endroit. Mais encore fallait-il harmoniser les jours de réception de commande et les jours de livraison. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire avec quels avantages? Eh bien, le fait d'avoir un transport plus fiable, parce que si on regroupe toutes les commandes chez un transporteur et qu'on suit ce transport beaucoup mieux que si on le suivait tout seul avec plein de livraisons à faire, eh bien, on est beaucoup plus fiable. On a une mobilité plus forte, c'est-à-dire qu'à certains moments, certains industriels se disaient bah, c'est trop loin, c'est trop cher, donc j'y vais pas. Donc la mobilité des marchandises se réduisait. Là, on peut aller partout parce qu'on y va ensemble. Et puis, on maîtrise des coûts. Ça coûte beaucoup moins cher. Pour le transporteur, c'est plus productif. Il y a moins de vide de transporter dans les camions, moins de kilomètres parcourus, moins de CO2. Et le distributeur, le client, il trouve aussi son intérêt. C'est-à-dire qu'il a un meilleur taux de service, il a moins de réception à l'arrivée et du coup, il est plus productif. Donc, le premier défi, ça a été de, quelque part, donc, proposer cette solution aux distributeurs et d'harmoniser ensuite les jours de réception de commandes. Donc, chacun recevait les commandes de Carrefour Bassins, par exemple, le lundi, puis d'autres le mardi, à des horaires différents. Et on nous disait toujours, c'est impossible quelque part d'harmoniser les jours de commande, que tout le monde reçoive les commandes de Carrefour Bassins pour le même jour à la même heure. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est paramétré dans les robots ou des algorithmes de calcul de commandes des distributeurs. Donc ça nous paraissait quelque chose d'impossible à faire, parce que c'était quelque part un paramétrage qui était comme gravé dans le marbre. Ensuite, l'autre défi à relever, c'est finalement d'harmoniser les jours de livraison et les heures de livraison pour les plateformes. Que chacun ait les commandes qu'il reçoit à livrer le même jour à la même heure. Et de cette manière-là, donc on est capable de tout grouper au niveau du même transporteur. Donc le deuxième défi, ça a été de trouver des transporteurs qui acceptent de jouer le jeu. Et c'est pas évident. Donc on a des transporteurs qui nous ont dit, mais attendez, ça c'est notre travail, on n'a pas besoin de mutualiser le transport entre vous, c'est nous qui faisons cette opération de mutualisation, c'est notre travail. Et donc on a néanmoins donc, un transporteur à l'époque qui s'appelle Rouxel qui a dit, moi j'accepte. J'accepte de travailler donc, pour ce concept, c'est-à-dire de recevoir toutes vos commandes à livrer, que je vais ramasser, que je vais concentrer et que je vais charger pour les massifier dans les mêmes camions et livrer les mêmes points de livraison. Alors, il faut être assez flexible et il faut être capable d'organiser cette ramasse sur tous les points d'enlèvement. Donc, au tout démarrage, c'était consolidé à Vannes et depuis Vannes, ça partait dans différentes directions avec des chronogrammes très précis. Donc, on est un petit peu comme avec la SNCF. Vous avez un train qui part à telle heure pour aller à telle destination et qui arrive à telle heure. Et donc, quelque part, on a défini des plans transport très clairs, très timés, mais en même temps sans amener le transporteur à courir après le temps. Donc, il avait le temps de livrer et il avait le temps de faire cette ramasse, puisqu'il savait exactement quelle quantité ramasser à quel endroit. Donc, on a permis, grâce à cette organisation, d'optimiser les ramasses, mais aussi de mutualiser, donc d'optimiser les livraisons. Donc ça, c'est le concept. Ensuite, il a fallu, quelque part, créer un groupement d'intérêt économique, un GIE, donc une société spéciale pour développer et porter, en fait, ce projet. Et donc, on a créé au mois de mars 2012 ce GIE Chargeur Pointe de Bretagne. Alors, on l'appelle Pointe de Bretagne, mais il pourrait s'appeler Chargeur de Bretagne, même un peu plus, parce qu'on va jusqu'à Nantes. Quoique Nantes peut être breton aussi, dans l'esprit de certains. Donc, mais globalement, on a aussi des gens qui sont un peu plus loin. Et sa mission, c'est de négocier les prestations logistiques, donc pour faire la ramasse, mais aussi pour faire les tractions. C'est de mettre en commun des moyens qui sont notamment le portail web, et puis c'est de développer des solutions d'optimisation logistique. Au tout départ de cette organisation, vous avez eu 5 entreprises qui sont les fondateurs. Donc on retrouve l'entreprise ENAF, Alto fait des chips, Chancerelle c'est un conserveur de poissons, Jean-François Furic pareil, et Loc Maria, ceux qui font les crêpes dentelles notamment. Et donc ces 5 entreprises ont constitué cette société, ce GIE. On définit une gouvernance où vous avez un directeur des opérations, vous avez un conseil d'administration et puis vous avez un comité métier. En termes de calcul des coûts d'entrée, d'adhésion et de transport, chacun paye une cotisation, comme dans une association ou un groupement d'intérêt économique.
Vous avez aussi donc, les coûts de ramasse, hein. Donc on a décidé qu'ils n'étaient pas mutualisés, mais les coûts de traction le sont. Donc pour prendre un exemple, si vous devez livrer une palette depuis Quimper jusqu'à Nîmes, aujourd'hui ça peut vous coûter 1 400 1 500 €, je parle en euros, pour un camion complet. Si vous y allez avec, si vous livrez une seule palette, ça va coûter 200 €. Si je profite donc d'une mutualisation à 1 500 €, donc vous faites 1 500 divisé par 30, hein, ça fait combien à peu près? Donc 50 € quoi, 45. Hein. Eh bien, si vous avez une palette à mettre dans ce camion, elle ne va pas vous coûter 200 € mais 45 €. Vous avez vu donc l'intérêt de la mutualisation, quoi. Donc ça coûte beaucoup moins cher, hein, de grouper, de massifier le transport, hein, sur la base en fait de ces tarifs, quoi. Donc on a créé un portail web, hein, où chacun donc, pouvait publier ses ordres de transport, hein. Ces ordres de transport étaient reconnus, étaient agrégés par destination. On savait de toute manière que c'était pour une livraison à tel endroit pour telle heure, hein, et le transporteur était capable d'organiser la ramasse en sachant exactement ce qu'il avait enlevé, quoi. Alors, les entreprises qui font partie de ce groupement à la date du 1er juillet, vous en avez 16 industriels en Bretagne. Donc ENAF, Alto, Poult fait des biscuits, Chancerelle. Vous avez McBride, il n'y a pas que l'alimentaire, il y a aussi des produits détergents, lessives. Vous avez Briochin qui est présent sur le territoire, j'en ai vu notamment chez Vega. Donc vous avez aussi donc, Lactel, Lobodis, du café. Bref, différentes entreprises, des brasseries aussi en Bretagne. Vous avez un transporteur qui aujourd'hui s'appelle Bréger et on livre donc les enseignes Carrefour, Auchan, Lidl, Système U, Aldi, Escamarque, Leclerc, quoi. Et si on regarde un peu la carte de France, donc les points bleus, c'est les points donc, d'enlèvement, hein, c'est là où se trouvent les industriels. Le point jaune, c'est le point de consolidation, donc il est à côté de Laval. Et les points rouges, donc c'est toutes les destinations, toutes les plateformes, tous les entrepôts de la distribution qui sont livrés. Et là, vous en avez une centaine qui sont livrés entre une fois et 3-4 fois par semaine. Si on regarde les volumes qui sont mutualisés, donc en nombre de palettes, on est sur près de 40 000 palettes en 2022. Donc tous industriels confondus. Et si on regarde maintenant les résultats, donc vous avez globalement un taux de remplissage de 17 à 35 palettes. Vous avez un taux de service excellent, supérieur à 98%. Vous avez des émissions de CO2 pour la ramasse, mais aussi pour la traction, donc très clairement en diminution. Et puis, vous avez donc une compétitivité des industries bretonnes, un développement des territoires, hein, donc qui se poursuit. Donc, c'est plutôt des résultats très, très positifs et très encourageants. 1200 camions qui sont évités par an, qu'on retrouve en moins sur les routes, hein, donc ça pèse aussi. Et donc, depuis 2012, plus de 300 000 palettes qui ont été mutualisées. Donc là, vous avez Jean-Jacques Henaf, qui est le fondateur de ce GIE, qui est véritablement celui qui a voulu mettre en place cette solution et qui est arrivé. Donc, qui globalement est très, très fier d'avoir pu développer cette solution responsable, économique, sociétale pour la Bretagne. Parce que finalement, c'est un projet qui dépasse largement le cadre du transport. C'est un projet de développement de territoire. Alors Jean-Olivier m'a demandé, c'est quoi les facteurs clés de réussite? C'est quoi les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir ce type de démarche, quoi? La première des choses, il faut vraiment avoir une forte volonté de la part des entreprises qui s'engagent dans ce process. Et ça doit se décider au niveau des directions générales. Ce n'est pas le directeur supply chain, le directeur logistique tout seul qui peut dire « Ok, ça m'intéresse, j'y vais ». Il faut véritablement qu'il soit soutenu par sa direction générale. Donc c'est la direction générale qui s'engage et elle ne va pas s'engager pour voir. Elle va s'engager parce qu'elle a réfléchi à ce projet, ça donne du sens aussi pour elle et pour le territoire, et véritablement, elle décide d'y aller pour y rester. Ensuite, il faut une équipe de projet qui soit audacieuse et déterminée. Donc, c'est un projet qui est difficile, parce que ce n'est pas facile de fédérer des entreprises, de convaincre les clients, de convaincre les transporteurs. Alors, on est parti d'une feuille blanche aussi, donc rien n'existait. On a tout inventé, tout développé à partir d'une feuille blanche. Donc, ça a demandé beaucoup de temps. Et pour ça, vous avez besoin d'une équipe de projet qui ne lâche pas. Il faut obtenir une masse critique. Si vous n'êtes que 2 à mutualiser ou 3, finalement, on va passer de 3 palettes à 10. Ce n'est pas suffisant pour vraiment faire des économies. Donc assez rapidement, il faut qu'on soit assez nombreux.
Donc, si on est en Nouvelle-Calédonie, voilà, il faudrait que vous soyez une dizaine déjà pour partir, pour véritablement donc, apporter du volume. Et il y a une chose qui est très importante, il faut être sur du franco. Il faut maîtriser le transport. Donc ce projet, il nous a appris que le transport, il ne faut pas le déléguer à son client. Si le client vient enlever, comme ça a été un peu la mode pendant plusieurs années en métropole, où les distributeurs, je pense à Carrefour notamment, donc enlever, venez enlever, donc en ex-work. Et ça arrangeait un petit peu les industriels, parce qu'ils se disaient, bah, s'il vient enlever, je ne vais pas payer de pénalité, parce qu'en métropole, les pénalités sont très élevées. Alors maintenant, ça a changé depuis le début de l'année, parce que le législateur est passé par là, mais ça atteignait des sommets, quoi. 20% de pénalité sur la commande, parce que vous arriviez en retard, ou 60% parce que c'était une promotion. Donc vous perdiez toute votre marge comme ça, pour quelques minutes ou quelques heures de retard, quoi, ou quelques ruptures. Donc voilà, donc le franco de port, hein, c'est une obligation, si on veut justement donc, mutualiser. Vous avez besoin de collaborer aussi donc, entre industriels pour conserver la maîtrise du transport, partager des valeurs communes, défense du territoire, solidarité, équité, confiance. Donc ça, c'est vraiment des valeurs qui doivent être au rendez-vous, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui dépasse largement le transport, c'est un projet de développement de territoire. Il fallait absolument empêcher le déménagement logistique de la Bretagne. Il fallait absolument que les Bretons puissent travailler ensemble pour continuer, on va dire, à développer leur business, leurs produits sur leur territoire. Il faut aussi collaborer avec les clients et les transporteurs. Si le client n'est pas d'accord, quelque part, d'harmoniser les jours de commande. Si le transporteur n'est pas d'accord de rentrer dans le jeu, ben, on ne peut pas avancer. Il faut aussi avoir des frais de structure qui soient réduits au sein d'un GIE, parce que vous allez devenir membre d'une organisation. Si vous devez payer 10 000 € pour entrer dans cette organisation, ben, personne ne va rentrer, quoi. Du coup, il faut avoir payé 500 €, 1 000 €, pas tellement plus, hein, pour véritablement favoriser l'entrée des collaborateurs, en tout cas des membres. Enfin, donc, il faut un règlement intérieur. Il y a un certain nombre de règles qu'il faut appliquer. Si vous ne définissez pas ces règles à un moment donné, donc chacun pourrait éventuellement sortir comme il est venu, contester finalement le partage de la valeur. Il faut qu'on soit d'accord sur le calcul des coûts, qu'on soit petit, moyen ou grand. Finalement, est-ce qu'on bénéficie des mêmes tarifs qui sont groupés? Tout ça, c'est des choses qu'il faut clarifier dès le début, quoi. Comme ça, on ne revient pas dessus, donc c'est clair pour tout le monde. Vous avez besoin d'un portail web, donc digitalisé, c'est fondamental pour soutenir, on va dire, le processus. Et enfin, c'est toujours bien d'avoir le soutien des collectivités, notamment pour aider le démarrage. Vous voyez, vous avez une dizaine comme ça de points qui sont fondamentaux pour réussir ce type de projet, quoi. Pour terminer, pour la Bretagne, c'est un projet qui allait dans le sens de l'histoire. Si vous regardez un peu ce qui se fait en matière de GIE, ils ont un GIE achat depuis 1972, donc ça fait plus de 50 ans. Vous avez aussi une association Produits en Bretagne qui est très puissante, hein, donc qui regroupe près de 500 membres aujourd'hui. Alors il n'y a pas que l'alimentaire, il n'y a pas que l'industrie, il y a les banques, il y a les assurances, il y a tous les services, hein, mais ils sont quand même 500 quelque part à arborer le petit macaron produit en Bretagne. Donc ils sont fiers aussi de leur production locale et ils savent travailler ensemble, hein, pour promouvoir cette marque. Et puis vous avez ce GIE qui existe depuis 2012, c'est-à-dire depuis 11 ans maintenant, au niveau de la logistique. Voilà. Et si vous voulez des informations, ben, vous avez aujourd'hui donc le président de ce GIE, donc, qui est responsable des opérations chez McBride, et puis Thierry Bayeux qui suit les opérations au jour le jour, quoi. Donc voilà, j'ai terminé pour cette présentation. J'espère que ça a répondu à vos attentes, et puis j'attends vos questions. Bonsoir, donc moi je suis Nicolas de Royan, donc responsable des contrats à la SLN. J'ai noté une question par rapport à la taille critique des entreprises. La supply chain est-elle un frein? Car nos partenaires ou fournisseurs aujourd'hui nous imposent plutôt que nous, on leur impose par rapport à notre taille critique du territoire. Donc comme on est petit, on intéresse peu et on subit plutôt qu'on l'on impose. Comment, d'après vous, faire face à ce genre de problème? Alors c'est vrai qu'on est petit par rapport à des fournisseurs qui sont 10 fois, 100 fois plus grands que vous. C'est difficile d'imposer ces conditions, hein. Ça c'est évident, c'est clair. Donc on peut créer un GIE d'achat, déjà pour mutualiser les achats. On peut avoir là, cette fois-ci plus de poids, donc c'est un levier d'action possible. Et puis moi je pense toujours
un petit peu au fait que c'est pas parce que vous êtes plus petit que vous n'avez aucune chance, hein. Vous avez la possibilité, quelque part, de gagner la préférence de votre fournisseur si vous le considérez. Donc, si vous êtes capable de développer des relations constructives, si vous êtes sympa, tout simplement avec lui, parce que parfois des relations de gros avec des gros, on oublie un peu le respect, on oublie le savoir-faire, le savoir-vivre, par le savoir-être. Et donc, on a la possibilité, à mon avis, là aussi, par des relations, on va dire, humaines, respectueuses, de faire la différence. On a côté business, ça compte, c'est pas toujours, on va dire, valorisé, tout ça, quoi. Malgré tout, je pense qu'on a, même si on est petit, la possibilité de se faire entendre. Je sais pas si ça convient la réponse. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, est-ce que certains métiers disparaîtront au profit d'autres? Et si oui, quel serait le genre de métier qui disparaîtrait? Ça, c'est une question. Sur la supply chain, bien entendu. Je veux dire, la supply chain, c'est plein d'algorithmes. Je pense qu'il y a des métiers de toute manière qui vont complètement changer. Je pense à celui de prévisionniste. Aujourd'hui, un prévisionniste, il passe beaucoup de temps sur l'analyse de ses chiffres, enfin sur le fait de, voilà, d'identifier les facteurs influents, etc. Alors que l'intelligence artificielle peut déjà lui paramétrer le travail, quoi. Donc, il va être plus à l'écoute du marché, il va être moins dans les chiffres, et forcément, il sera peut-être la combinaison donc, de l'homme avec la machine sera peut-être plus vertueuse, plus intéressante, va créer plus de valeur. Des métiers d'approvisionneur aussi, hein, on passe beaucoup de temps quelque part à identifier les bonnes quantités. Je pense que la machine pourra le déterminer assez facilement. En revanche, le côté relation avec les fournisseurs, développement de la relation, développement de la collaboration, visiter le fournisseur, mieux comprendre ses contraintes, c'est du temps que la machine va lui libérer à l'approvisionneur pour véritablement donc s'intéresser au développement de cette relation pour l'approvisionneur, quoi. Donc les métiers, beaucoup de métiers effectivement à mon avis vont changer et puis ensuite il faudra s'adapter, quoi. Mais je vois pas l'intelligence artificielle comme un danger. En revanche, ça dépend où, hein. À partir du moment où vous avez des robots qui sont capables de faire ce que vous faites et beaucoup mieux de façon plus précise, on peut s'inquiéter, quoi. Mais bon, je veux dire, en même temps, on n'a pas trop le choix. On ne peut pas dire je n'en veux pas chez moi, alors que tout le monde l'applique. Donc il faut plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut mieux faire avec l'intelligence artificielle. Bonsoir, Jean-Marie Balcon, directeur supply chain à la GBNC. J'ai une question sur la mutualisation du transport. Quel a été le facteur décisionnel pour le positionnement à Laval, donc à 350-400 km de l'ouest Finistère, parce que ça a dû être un critère commun à l'ensemble des entreprises. Ouais. Quel était-il? La distance kilométrique, le rayon? On cherche déjà un transporteur qui soit sorti de Bretagne pour la consolidation des flux. On cherche un transporteur qui est pas loin, localement implanté. Donc, on savait que de toute manière, il pouvait être à Rennes, comme il pouvait être à Laval, comme il pouvait être à Vannes. Donc tout ça, ça fonctionnait bien, quoi. Mais clairement, il ne pouvait pas être à Quimper. Parce que Quimper, en fait, pour tous ceux qui étaient plutôt en aval, il fallait revenir en arrière pour repartir. Donc on perdait du temps, quoi. Donc pour moi, le critère de choix, c'est bien sûr les coûts, hein, les grilles tarifaires, la volonté aussi de collaborer avec nous, mais aussi le fait qu'il soit en dehors de la Bretagne pour finalement les flux aillent tous dans la même direction sans retour en arrière, quoi. Est-ce que d'autres régions l'ont fait, d'autres endroits en métropole, parce que là c'était Bretagne, mais est-ce que pas de vos souvenirs, mais est-ce que ça a donné des idées à d'autres? Ah oui, il y en a eu des idées, mais il n'y a pas eu de succès comme en Bretagne, malheureusement, quoi. Il faut croire que les Bretons sont assez fous pour aller jusqu'au bout de leurs idées. En tout cas, il faut être assez inconscient au départ, parce que globalement, on partait d'une feuille blanche et puis on ne savait pas si on allait y arriver. Plusieurs fois, on a pensé que le projet était fini, avait capoté, que le lendemain, c'était terminé, parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu rédhibitoire qui était arrivé, et puis on arrivait à rebondir. Non, c'est très difficile. Et en fait, jusqu'alors, il n'y a pas vraiment de région qui a réussi à dupliquer ce modèle. Mais je dirais, le plus difficile, c'est quelque part de réunir un noyau d'entreprises qui acceptent de collaborer durablement. Et même peut-être pour pas forcément gagner beaucoup d'argent. Je pense à Alto, il fait de la chips. Lui, en pleine saison, il expédie 100 camions, 150 camions pleins par jour. Qu'est-ce que vient faire Alto dans cette aventure, quoi?
il a peut-être 2 ou 3 ou 4 destinations où il est à demi chargé. Et clairement, Alto a porté la masse critique assez vite hein, pour ce GIE, où vous aviez des industriels qui avaient 1 palette, 3 palettes, 4 palettes maximum par destination et par livraison, quoi. Eh bien, Alto a joué le jeu. Il s'est dit, finalement, donc je suis breton comme les autres, je suis sensible au déménagement du territoire, hein, d'un point de vue logistique, hein, et j'accepte de contribuer au développement de ce GIE, quoi. Donc, mais voilà, il ne faut pas véritablement avoir une approche individuelle lorsqu'on souhaite justement mutualiser. Il faut penser collectif et pour la défense du territoire et pour le développement du territoire. Et ça n'a pas été fait dans d'autres régions, je pense que ce n'était pas assez fort. Et je pense qu'il faut aussi un leader charismatique. Et nous, on l'avait, c'était Jean-Jacques Henaf, quoi. Jean-Jacques Henaf, voilà, donc il est très respecté en Bretagne. Donc, et en plus, voilà, il incarne véritablement les valeurs de l'industriel breton depuis 1903 ou 1907 quand a été créée l'entreprise. Donc, c'est pas quelqu'un qui va imposer son point de vue, mais lorsqu'il parle, il est écouté et il est suivi. Donc, si vous n'avez pas un leader charismatique hein, qui est respecté, c'est pareil, c'est pas voué, on va dire, c'est voué un peu à l'échec aussi, quoi. Mais il y a plein de facteurs comme ça, quoi. Et je pense qu'il faut arriver, il faut avoir le soutien des élus, il faut avoir un petit peu d'argent au début, quoi. Et puis, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Donc, et c'est pas évident de tenir mobiliser des équipes de projet, des entreprises dans la durée. Donc ça peut se lancer assez facilement pendant 1 an, et puis au bout de 2 ans, où sont les résultats, on en est où? Et finalement, ça peut aussi s'essouffler assez rapidement, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu tous les facteurs clés de succès que je vous ai présentés qui participent de la réussite de ce type de projet, quoi. Mais très difficile à mettre en œuvre. Et je pense que la chance que vous avez en Nouvelle-Calédonie, donc quand je vous dis ça, c'est pas de vous dire, ah bah finalement, ça n'a pas été dupliqué en métropole, c'est que finalement une application qui a marché une fois à un endroit, donc pourquoi s'essayer? Ben, je pense au contraire que vous avez plein de facteurs de réussite ici. D'abord, vous avez un territoire qui est limité en termes spatial. Vous êtes sur des coûts logistiques qui sont assez élevés. Il faut les réduire. Et puis, vous avez une association qui est là, qui est l'ASLOG, et quelque part, qui est le promoteur aussi de ce type de projet. Et l'ASLOG, quelque part, va lancer cette dynamique et globalement, donc, mettre suffisamment, on va dire, d'énergie et de carburant dans le projet. Et je pense que voilà, vous avez toutes les conditions de réussir. Donc, il faut tenter l'aventure. Et en même temps, c'est une aventure humaine, parce que quand vous arrivez à développer ce type de projet, eh bien, vous avez le sentiment d'avoir réalisé quelque chose, je ne dirais pas d'extraordinaire, mais en tout cas, quelque chose qui n'est pas commun, qui n'est pas facile. Et donc, c'est des défis qu'il faut relever, et on aime ça, les défis, quoi. Moi, je pense que les transporteurs n'y perdent pas. Alors, nous, on a fait le choix en Bretagne de passer par un seul transporteur. Rien ne nous empêche d'avoir 3, 4, 5 transporteurs et de se partager les lignes. Les transporteurs sont quand même assez spécialisés sur des lignes, sur des territoires. Et donc, il faut essayer de rentrer dans cette démarche-là. Il ne faut pas leur dire que c'est un projet contre eux. On a besoin des transporteurs, parce que sans transporteurs, on ne peut pas mutualiser le transport. En revanche, c'est ouvert à tous les transporteurs. Donc, il y a 2 réactions possibles de la part des transporteurs. Soit je rejette ce projet, parce qu'il me fait peur, ou parce que je n'ai pas envie d'y aller. Néanmoins, il y en a d'autres qui vont y aller, quoi. Et pour ceux qui vont y aller, eh bien, c'est souvent la prime aux pionniers. C'est-à-dire à ceux qui ont cru à ce projet dès le début, eh bien, vont en tirer les marrons du feu et quelque part vont gagner des avantages. Donc je pense qu'il faut essayer de convaincre les transporteurs que c'est un projet qui est utile pour la Nouvelle-Calédonie, qui est utile pour l'économie de l'île et pour lequel tout le monde peut trouver de la valeur. C'est plus intéressant en étant transporteur d'avoir toujours des camions pleins. Donc tous les camions ne sont pas pleins. Et l'île, même si elle a des dimensions finies, elle a des milliers de points de livraison. Et la particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que vous ne livrez pas des plateformes ou des entrepôts, vous livrez des magasins, des points de livraison, on va dire, assez petits. Et il y en a des milliers, il y en a 8000 à peu près, quoi, pour notamment distributeurs de boissons, quoi. C'est énorme. Donc je ne dis pas qu'il faut mutualiser toutes les destinations, mais si vous mutualisez déjà 1 millier de destinations, ou même quelques centaines pour commencer, c'est très bien. Donc commencez petit, par un périmètre assez clair. Là, vous faites jouer la concurrence. Vous pouvez référencer 2, 3, 4 pour transporteurs pour leur dire c'est pas un qui va rafler la mise au détriment des autres. Globalement, tout le monde est bienvenu. Et puis, chacun va un peu se spécialiser sur des lignes avec une régularité, avec une fréquence clairement affichée. Et c'est parce que vous avez la fréquence et la régularité que vous allez faire des économies. En revanche, si tout le monde y va
en fonction de la demande, c'est-à-dire tous les jours, plusieurs fois par jour au même endroit, on voit bien que c'est pas, on va dire, logique, que c'est pas optimisé, quoi. Et que là, on dégrade de la valeur, quoi. Donc, je sais pas si je réponds à votre question. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un projet qui soit ressenti comme une menace pour les transporteurs. On a besoin d'eux. Il faut bien leur expliquer l'intérêt et il faut arriver à partager la valeur avec eux. Bonjour, Larry sur EMU en études d'histoire. Moi, je m'y connais pas trop dans le supply chain, etc. Mais il y a un truc qui me gêne un peu, c'est par rapport justement notamment au transport et le fait de tout mutualiser. Est-ce que ça va pas créer des... comment on dit ça? Quand tout est des monopoles, voilà, à certaines entreprises et bloquer les entreprises justement avec ces monopoles d'entreprises de transport et que ces entreprises de transport, au final, elles fassent ce qu'elles veulent avec ce qu'elles ont. Alors, bonne question, hein. Vous avez quand même la possibilité de renégocier le transport tous les ans avec les mêmes transporteurs. Donc, vous avez la possibilité, donc le but, c'est effectivement de confier un certain nombre de lignes aux transporteurs, mais on se met d'accord sur des tarifs. Et le but, c'est pas de donner tout le projet, on va dire, ou tout le budget transport à un seul transporteur et donc de créer un monopole, quoi. Donc c'est là le GIE, quelque part, va être bienveillant, va chercher l'équité et va chercher, on va dire, à distribuer quelque part le marché de façon assez équilibrée entre tous les transporteurs. Merci. En tout cas, ça fait partie des valeurs qu'il faut développer, hein. Il faut afficher un certain nombre de valeurs. Si vos valeurs vont dans le sens de la responsabilité, à la fois économique, sociétale, mais aussi écologique, je pense qu'il n'y a pas de raison, on ne va surtout pas faire de monopole, quoi. Du coup, j'ai une question. Donc, Alexia Lauré, étudiante en commerce et distribution. D'un point de vue légal, au niveau de tout ce qui va être loi de la concurrence, est-ce que ça pourrait pas être un frein par rapport au projet de GIE? Donc, la mutualisation, que ce soit d'achat ou au niveau des transports. Alors, expliquez votre question. Dans le sens où si on mutualise en fait les achats au niveau concurrentiel, est-ce que ça va pas créer des problèmes au niveau juridique? Là aussi, donc, vous mettez en concurrence les transporteurs par rapport à des appels d'offres. Donc, la concurrence n'est pas biaisée. Donc, il n'y a pas d'entrave, on va dire, à la libre concurrence Ok, par rapport à ce transport. c'est plus par rapport aux entreprises qui font partie de la GIE et qui vont utiliser en fait les transporteurs. Ah ben, elle va obtenir un avantage concurrentiel, mais chacun est libre de rentrer ou de ne pas rentrer dans le GIE, hein. Donc, le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes, enfin, ou d'entreprises qui adhèrent à ce GIE, quoi. Ok, Nous, on n'a pas de souci avec le GIE Chargeur pour la Bretagne. Personne n'a dit c'est injuste parce que telle société a des coûts de distribution de transporteurs, enfin de transport moins élevés que les miens. ok. Chacun est libre ou pas de rentrer dans le GIE et qu'il en profiter ou pas, quoi. D'accord. Et j'aurais du coup une seconde question. Est-ce que selon vous, ça aiderait pas plutôt à appuyer la position des entreprises qui ont intégré du coup le GIE et qui sont bien du coup positionnées ou en tout cas bien installées sur le territoire et qui bloqueraient plutôt la porte aux nouveaux entrants? Là aussi, les nouveaux entrants peuvent rentrer dans le GIE et en profiter autant que ceux qui sont déjà dedans et bien implantés, quoi. D'accord. Donc ça reste, on va dire, une organisation ouverte, hein. C'est pas une organisation sélective. En tout cas, c'est pas dans cet esprit, à mon avis, qu'il faut développer un GIE, quoi. D'accord. Merci. Je vous en prie. Merci. Oui, bonjour, Jean-Luc Henrich, excellence opérationnelle de Prony Ressources. On a bien compris, et bon, en excellence opérationnelle, on a l'habitude, le démarrage de ce genre de projet, ça tient de l'humain, la difficulté, elle est sur l'humain, et parce qu'on pourrait penser de prime abord que c'est de la technique, mais souvent les projets, c'est pas ça. Comment on fait pour le maintenir, ce système, et pour le faire qu'il soit toujours en amélioration continue, quoi? Est-ce que vous avez pu observer ce genre de choses, quoi? Oui, parce que depuis 2012, on l'a lancé. Depuis 2012, on est parti à 5, maintenant ils sont 16. Je sais qu'il y a un grand biscuitier qui va rentrer dès le 1er janvier 2024. Il y a aussi quelqu'un qui fait des céréales. Donc,
pour que ça fonctionne et ça s'inscrive dans la durée, c'est un modèle qui doit vraiment créer de la valeur. Si vous ne créez plus de valeur, les gens vont partir et du coup, ça va s'arrêter. Donc, il faut vraiment que le système soit assez spectaculaire en matière de création de valeur. Il faut qu'il soit vraiment différenciant. Donc, il faut qu'il soit vraiment génial. Il faut que les gens se disent « Waouh, je vois vraiment la différence entre je suis dedans, je ne suis pas dedans ». On pourrait se dire, il n'y a que 16 entreprises. En Bretagne, il y a beaucoup plus que 16 entreprises. Pourquoi ils ne sont pas 50? On pensait être 50 10 ans plus tard, nous, dès le début, quoi. Tellement on pensait que c'était génial, quoi. Et ça l'est, génial, quoi. Et en fait, tant que les entreprises ont les moyens de payer le transport, en travaillant de façon individuelle, avec les transporteurs qu'elles veulent, en négociant ce qu'elles veulent avec les transporteurs, globalement, pas d'intérêt mutualisé. Sauf que là, il y a de l'inflation. Sauf que là, le coût de l'énergie a augmenté. Sauf que là, vous entendez un biscuitier, notamment celui qui va rentrer au 1er janvier l'année prochaine. J'ai entendu 2 fois à la télé en train de se plaindre de l'augmentation du prix du beurre et de l'augmentation du prix du gasoil et du coût de transport. Et je l'avais déjà rencontré, moi, en 2015. Et il m'avait dit, je vais voir, je vais réfléchir. J'avais fait une présentation chez lui, devant 4-5 personnes, donc direction logistique, direction achat. Il m'avait poliment écouté, mais il n'avait pas donné suite au projet. Sauf qu'en 2023, eh bien là, ça l'intéresse. Parce qu'il cherche en fait des leviers de productivité. Et ce GIE va lui permettre d'en gagner, quoi. Donc voilà, donc à partir du moment où vous créez de la valeur, grâce à un modèle innovant, eh bien vous allez forcément susciter l'intérêt, surtout lorsqu'on est dans des périodes économiques plus difficiles, quoi. Il n'y a pas de miracle. Alors l'humain est important, mais c'est pas parce que vous êtes sympa, vous offrez le café en arrivant que on va venir chez vous, quoi. Non, il faut vraiment que, voilà, je vous disais, celui qui a une palette ou deux par livraison, et il y a même des entreprises qui n'arrivent pas à livrer le sud-est de la France parce que c'est trop loin et c'est trop cher. Et donc on bride, la logistique bride le commerce dans ce cas-là, quoi. Alors que la logistique doit être, on va dire, un facteur de mobilité des marchandises, comme pour la mobilité des voyageurs. Il faut que, quel que soit l'endroit où on habite sur le territoire, on puisse prendre le train, on puisse voyager partout à moindre coût, quoi. Eh bien, cette solution permet à toutes les marchandises d'aller partout en France à moindre coût, en réduisant l'empreinte carbone aussi, quoi. Donc ça, c'est génial. En tout cas, merci pour votre question. Jean-Christophe de Lima-Meyer, bonjour, direction transport et logistique de l'OCEF. Nous avons une flotte de 17 poids lourds, bétaillères et camions frigorifiques. Et nous entrevoyons la possibilité de proposer des prestations logistiques, non pas à de nouvelles entreprises, mais à nos propres clients, de nouvelles prestations logistiques. Le principal point difficile que je vois, c'est au niveau de l'harmonisation des demandes. Il y aura toujours des personnes qui voudront à des horaires particuliers, certains jours particuliers. On peut établir des règles, mais vous, quel est votre conseil pour faciliter ce point-là? Très très bonne question. Effectivement, tout part de la demande. Si les clients ne sont pas prêts, sachant qu'on est sur des clients fragmentés, donc il y en a des milliers, si tout le monde veut continuer à vouloir passer des commandes quand il le veut, sans rentrer dans un schéma qui serait jugé un peu rigide, on n'a aucune chance que ça marche, quoi. Ce qui est bien dans les sciences de gestion, et notamment supply chain, c'est qu'on n'a pas une solution universelle pour tout. Et on ne va pas chercher non plus à harmoniser les livraisons de tous les points de livraison qu'il y a sur l'île. C'est pas possible. Donc on va identifier un certain nombre de clients qui sont d'accord de jouer les jeux. Et puis on va se dire, ben voilà, par exemple, dans la GMS, il y a un certain nombre donc, de grandes surfaces qui sont implantées sur Nouméa, peut-être pour 1 ou 2 ou 3 enseignes, qui sont d'accord de jouer le jeu. Et du coup, on va établir donc, un cadencier de livraison, donc des fréquences. Et ça va les intéresser parce qu'elles vont se dire, on va tout recevoir en une seule fois, plutôt que d'avoir plusieurs réceptions au fil de la journée ou au fil de la semaine. Et ça, je dis n'importe quoi, mais 3 fois par semaine. Eh bien, on va commencer par ça, quoi. Et puis, on va accepter qu'il y ait une enseigne qui ne veuille pas jouer le jeu. Tant pis, on va continuer à la livrer à la fréquence qu'elle veut, quoi. Donc, je pense que voilà, il faut démarrer par un certain nombre d'entreprises ou de clients qui soient d'accord de jouer le jeu. C'est une solution qui va marcher peut-être pour 20% des flux, mais c'est énorme. Et puis, si justement elle est très différenciante, si elle est très créatrice de valeur, ce sera 15, ce sera 20. Et puis, on va livrer des collectivités qui sont peut-être plus faciles aussi à harmoniser, etc., etc. Mais tant qu'on ne propose pas, on va dire, un cadencier, des plans de transport
qui soit rythmé, qui soit à heure et jour fixe, eh bien, les clients ne vont pas faire l'effort de faire cette démarche, quoi. C'est à vous de leur proposer. Certains vont rentrer dans la démarche, d'autres ne vont pas rentrer, en tout cas pas tout de suite. Eh bien, commençons déjà avec ceux qui veulent le faire. Je me permets une petite question. Oui. Tout à l'heure, tu parlais de masse critique. Enfin, comment on pourrait calculer cette masse critique pour se dire est-ce qu'il faut 500 palettes, 30 palettes, 20 palettes? Enfin, comment on calcule cette taille minimale pour se dire bah, ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure et on est assez nombreux pour se lancer dans l'aventure? Bonne question aussi, parce que c'est un facteur, on va dire, fondamental, un prérequis. Je pense qu'il faut regarder, voilà, la masse critique, c'est lorsqu'on remplit un camion. On va dire à 70-80% minimum. Si vous avez cette possibilité-là, ben, partez sur cette ligne-là. Donc, il faut choisir les clients, les lignes. En fait, c'est des tournées qu'il faut organiser. Dans cette tournée, je dis n'importe quoi, vous avez 10 points de livraison et on sait que c'est tel jour dans la semaine avec tels horaires. Donc, on va faire des tournées de livraison et on va regarder si on est assez à partager cette tournée pour remplir au moins 70% des camions. Et donc, ça peut être le démarrage, on va dire, de masse critique par tournée. Et puis, on se dit, bah, celle-là, elle est bien. Et puis, on va en lancer une deuxième et puis une troisième. Donc, on peut démarrer comme ça. Ça peut être une piste. Donc, tu démarres sur les tournées de collecte et les tournées de livraison vers les distributeurs, c'est ça? Effectivement, il faut organiser la collecte. Alors, il faudra des points de concentration. Et là, c'est le transporteur qui va l'offrir. Vous n'allez pas créer un entrepôt entre tous les industriels et tous les importateurs qui veulent massifier le transport. Vous allez vous appuyer sur les plateformes des transporteurs. Et donc, on a vraiment besoin d'eux. Eux, ils sont contents parce qu'ils vont massifier un certain nombre donc, de colis, de palettes à travers leur plateforme. Ils vont faire payer le coût de cross-docking, le coût de ramasse, et ils vont maximiser le remplissage de chaque camion pour les faire chaque tournée. Donc, on peut imaginer, effectivement, c'est un petit peu des petits trains, des tournées à heure fixe, à jour fixe, qui vont livrer les mêmes points de livraison. Et c'est comme ça qu'on organise quelque part eh bien, le transport, les livraisons sur l'île. Et c'est comme ça qu'on va faire des économies, c'est comme ça qu'on ne va pas avoir 3 camions au lieu d'un, c'est comme ça qu'on va vraiment réduire l'empreinte carbone, et c'est comme ça, quelque part, qu'on va apprendre aux clients eh bien, à anticiper leurs besoins pour finalement déclencher une livraison qui va rentrer dans la tournée, plutôt que de déclencher un besoin qui va tomber entre 2 tournées. Alors, il continuera d'être livré, mais ça coûtera peut-être plus cher. Alors, le GIE, c'est un outil, quelque part. Donc, les entreprises sont membres du GIE. Le GIE donc, a une mission, il a un cadre d'évolution, en tout cas. On sait exactement ce qu'il fait. Il négocie, on va dire, des prix sur des lignes et il organise quelque part ses tournées avec une solution logicielle qu'il va mettre à disposition. Donc, il est autonome par rapport à sa mission. En revanche, les entreprises n'ont pas non plus, on va dire, influé sur son fonctionnement. Il y a un bureau, vous voyez, il y a un conseil d'administration. Donc, globalement, il fonctionne classiquement comme une organisation syndicale, où il a aussi des comptes à rendre. Et c'est ses administrateurs, quelque part, qui lui donnent ses objectifs, quoi. Donc, il n'y a pas de risque aussi de voir un GIE prendre son autonomie et puis faire n'importe quoi, quoi. N'hésitez pas s'il reste une question, une interrogation. C'est le moment avant de clôturer. Je t'en prie. Merci, Jean-Louis. Bonjour, Sébastien Bonardel, consultant. En fait, juste une question toute bête, mais je pense que c'est peut-être déjà dit. Au niveau du GIE, est-ce qu'il y a un accompagnement pour la transition, justement, sur toute la structure logistique supply chain des entreprises qui vont rejoindre le système? Alors, c'est une bonne question aussi, parce que effectivement, ça va changer un certain nombre de choses, et souvent les entreprises ont besoin d'un temps d'adaptation, parce qu'elles ont déjà des contrats de transport, ou alors elles sont en enlèvement avec certains clients. Donc, néanmoins, le GIE, en tout cas ce qu'on a fait en Bretagne, ne va pas jusque-là. On peut donner des conseils, mais en revanche, on n'a pas les ressources, on n'a pas le temps, si vous voulez, pour accompagner l'adaptation, l'organisation de l'entreprise vers le modèle du GIE, quoi. Et encore une fois, les entreprises qui sont membres du GIE ne transfèrent pas tout leur flux vers le GIE. Certaines peuvent dire, bah, écoutez, moi, les destinations qui m'intéressent, c'est celle-là, celle-là et celle-là. En revanche, pour le reste, je m'en occupe tout seul. Donc, il y a une certaine liberté aussi, quoi, de faire ce qu'on veut, quoi. Le cadre permet de pouvoir développer ou pas l'activité. Ensuite, donc, on va quand même encourager l'entreprise à transférer un maximum d'activités vers le GIE, parce qu'on a besoin de masse critique. Néanmoins, je veux dire, là encore, c'est vous qui définissez les règles. Donc, mais
d'expérience, on ne peut pas, on va dire, imposer trop de choses aux entreprises. Il faut que l'entreprise reste quand même assez, on va dire, il faut qu'on soit assez flexible. Sinon, on n'a personne. Ça fait peur, quoi. C'est-à-dire, si je rentre dans le GIE, ça veut dire que je ne peux plus du tout négocier de transport par moi-même et aller où je veux pour le reste. Non, on se met d'accord sur un périmètre dès le début. Comme ça, on sait très bien que c'est peut-être 10% de votre activité au début. Et puis ensuite, peut-être ce sera 20. En tout cas, on essaie quand même d'avoir des membres qui soient là pour durer, quoi. Mais il ne faut pas que ce soit vous acceptez de transférer tous vos flux ou c'est rien, quoi. Non. Et en tout cas, on n'est pas là pour s'immiscer dans les organisations non plus, quoi. Donc chacun reste un petit peu autonome au niveau de son organisation, quoi. Vous avez un indicateur type qui va bien là pour fédérer au milieu, genre le coût palette ou le coût kilomètre. Ah oui, oui. Donc on ça- a une batterie d'indicateurs qui vous envoie, même c'est fait de telle manière que quand vous envoyez un ordre de transport, hein, par exemple 7 palettes, hein, vous savez exactement combien ça va vous coûter à partir du moment où on a fait le cut-off. Donc on sait qu'on a jusqu'à telle heure pour transmettre ces OT, ces heures de transport. Le cut-off est arrivé, vous savez tout de suite que ça va vous coûter 50 € la palette ou 100 €. Ah tiens, dommage, on a, on va dire, une palette en trop, il faut un deuxième véhicule, ça peut arriver, hein, c'est bête, hein. Alors, soit on trouve le moyen de cette petite palette pour gagner un emplacement palette pour la charger sur une autre, mais des fois, on peut mettre un deuxième camion pour transporter la palette supplémentaire qu'on n'a pas pu mettre dans le premier camion, quoi. Et là aussi, on a une règle qui dit que cette palette supplémentaire, avec ce transport supplémentaire, va être partagée sur l'ensemble, et pas sur celui qui apporte cette palette supplémentaire, quoi. D'abord, on ne sait pas qui c'est, forcément. Ça dépend à quel moment vous avez transmis votre OT. Mais voilà, donc on cherche à faire en sorte que les règles du jeu soient claires pour tout le monde dès le début, quoi. Sinon, on va créer de la frustration, et puis on va créer des malentendus, et puis on va créer donc des contestations, et finalement des difficultés, quoi. Donc ce règlement intérieur, il est fondamental, et c'est quelque chose qu'on a développé dès le début, parce que certaines initiatives se sont plantées, parce que les gros n'acceptaient pas de payer le camion pour les petits. Et en Bretagne, le parti qui a été pris dès le début, c'était que qu'on soit petit, moyen ou gros, c'est le même prix à la palette, hein, pour tout le monde. Et n'en déplaise. Donc si ça vous convient pas ces règles dès le début, ben vous rentrez pas, quoi. Mais ça, c'est vraiment des arguments très très forts, quoi. Donc, et on va aider le petit à se développer. Alors, parfois, vous avez deux concurrents, et franchement, vous allez voir le site des chargeurs pointe de Bretagne, je vous l'ai mis là dans la présentation. Ils le disent très clairement. On est parfois très concurrents entre nous, mais on fait partie du même camion. Et on partage le même GIE, et on a les mêmes valeurs, et on paye le même prix palette. Et parfois, vous avez le petit face au grand. Et le grand ne voit pas d'opposition à ce que le petit profite, hein, quelque part des volumes qu'apporte le grand, paye moins cher, et finalement, ça contribue à son développement. Mais finalement, on pense que, même si la supply chain crée de la valeur, c'est-à-dire permet de développer les ventes et de réduire les coûts, que la concurrence ne se fait pas à ce niveau-là. La concurrence se fait sur les produits, quoi, sur l'innovation qu'on apporte aux produits, quoi. Donc la supply chain ou la logistique doit être un outil au service du développement des entreprises et des territoires. Donc si on est d'accord avec ce principe-là, il y a de fortes chances qu'on arrive à travailler ensemble. Un contexte insulaire ici, et si on commence à réduire le volume que l'on importe ou celui qu'on exporte, automatiquement pour les transporteurs comme CMA, CGM et tout ça, eux, ils vont vouloir tirer les prix vers le haut parce que sinon, ça sera plus rentable pour eux. On est quand même un des plus grands ports du Pacifique, mais par rapport à Singapour et tout ça, il faut quand même susciter l'intérêt qu'ils viennent jusqu'ici. Ouais. Ça ne les intéressera pas de venir avec un bateau à moitié rempli et repartir. Presque à vide, sachant qu'on n'exporte pas beaucoup ici. Ouais, et quand ça se fait, c'est du vrac comme du minerai, ou alors je prends par exemple la Sopac. Mais en dehors de ça, on n'est pas un énorme exportateur. C'est vrai, mais en même temps... C'est une chose à développer. Hein. Ouais. C'est pas la mutualisation qui va faire baisser les volumes, hein. Les volumes de consommation seront toujours les mêmes, voire ils vont continuer à croître avec la croissance, hein. Ici, en revanche, c'est vrai qu'on va optimiser, on va mieux remplir les conteneurs. Donc il y aura moins de conteneurs, hein. Donc, il y aura probablement moins de chiffre d'affaires, hein, de la part de ces grands opérateurs, pour ces grands opérateurs maritimes. Mais bon, je veux dire, c'est pas pour autant qu'on va arrêter de travailler avec eux, quoi. Et eux ont le choix d'arrêter de travailler avec nous. Oui, mais en même temps,
si on mutualise le transport, on va plutôt s'intéresser à augmenter les fréquences de livraison avec eux. Donc, à être plusieurs à remplir le même conteneur pour avoir des stocks moins lourds à chaque fois à porter. Donc, c'est toute une organisation un petit peu qui va... Enfin, c'est pas une organisation qui va changer pour eux. Hein, ils vont continuer à apporter des conteneurs à une certaine fréquence ici, quoi. Mais, je veux dire, c'est pas parce qu'on mutualise, à mon avis, que tout d'un coup, ils vont augmenter leurs tarifs ou ils vont plus vouloir travailler avec nous, quoi. C'est un peu ce qui s'est passé à cause du Covid et de la guerre en Ukraine, quand même. Ouais, mais parce que le prix des conteneurs a tellement augmenté aussi, ils en ont profité, ça a été un effet de peine pour eux, quoi. L'inverse, il y avait beaucoup plus de volume à faire passer par certaines lignes, donc automatiquement, pour les lignes un peu... Moi, j'ai travaillé sur la centrale accostée et c'était exactement ça. Il n'y avait pas assez de conteneurs et finalement, donc la Calédonie a été Ils ont bypassée. un minimum de bateaux et ils préfèrent Ouais. les envoyer vers des destinations où ils sont remplis à bord. C'est comme pour les camions. C'est vrai. Donc c'est une bonne idée, mais ici, quand même, il faut savoir qu'il y a énormément de patentés et tout ça. C'est des petites entreprises. Ouais. Et si on commence à mutualiser les gros, ça va... faut pas oublier ce qu'ont fait les centrales d'achat, hein. Ça a écrasé les petits producteurs. Je pense que... Mais par contre, pour la supply chain, je voudrais juste dire, on est un terreau fertile ici, parce qu'après tout, on était le hub logistique pour la Deuxième Guerre mondiale. Moi aussi. C'était une base arrière, une grosse base arrière. Enfin, là, c'est vrai qu'on est sur des schémas, on va dire, de flux maritimes qu'on ne maîtrise pas, hein. Je veux dire, on n'est pas dans le bureau ou dans la stratégie d'MGM, mais on est tributaire de ces routes maritimes. S'ils décident de ne pas passer ou de nous châter parce qu'ils n'ont pas assez de conteneurs, hein, ils vont continuer à le faire, quoi. Mais c'est pas parce qu'il y a ce risque-là qu'il faut rien faire aussi, quoi. Donc il faut aussi continuer d'avancer, quoi. Donc c'est pour ça que je vois pas la mutualisation comme un frein ou comme un risque par rapport à ces grands opérateurs qui tout d'un coup décideraient de ne plus passer à cause de la mutualisation, quoi. Moi je pense qu'on mutualise ou pas, ça va pas changer leur stratégie ou leur schéma de route. Néanmoins, il y a tellement à gagner en mutualisant, notamment en augmentant les fréquences de livraison, en étant à plusieurs à remplir les mêmes conteneurs, au niveau du poids des stocks, mais aussi au niveau peut-être de la régularité des flux, que bon, il faut tenter l'aventure quand même. Bonsoir. Juste, vous évoquiez tout à l'heure l'utilité de mettre en place un système d'information suffisamment puissant justement pour pouvoir suivre ces flux. Est-ce que c'est le GIE qui peut, et comment est-ce qu'il peut supporter du coup cette charge qui lui incombe? Alors, le système d'information de l'entreprise, qui est un ERP, par exemple, lui appartient, quoi. Donc, l'entreprise va continuer d'avoir besoin d'un ERP et aussi de logiciels satellites interfacés pour différentes applications logistiques. Le GIE, donc, c'est un logiciel, souvent en mode SaaS, hein, qui est partagé, quoi. Donc, en fait, on va faire communiquer le système d'information avec le système d'information de mutualisation du transport, tout simplement, quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir envoyer des ordres de transport électroniques qui vont directement arriver dans la solution de mutualisation du transport, laquelle va renvoyer aussi des messages pour dire donc ordre de transport bien reçu, etc., quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de souci système d'information dans ce type de modèle, quoi. Ok. C'est pas tant le flux, en fait, c'est vraiment le coût du TMS ou autre qui sera utilisé justement pour pouvoir faciliter ces flux. Là aussi, c'est des logiciels qui sont partagés, que vous payez à l'utilisation. Donc, là aussi, il faut que les coûts, on va dire, d'utilisation ou d'adhésion au GIE soient les plus faibles possibles. C'est pour ça qu'en général, vous n'avez pas de permanent. C'est quelqu'un dans une entreprise qui prend la responsabilité d'animer donc une partie des flux. Donc, et le système d'information, aujourd'hui, enfin, je veux dire, ça coûte assez peu cher, on va dire, pour un ordre de transport, pour l'envoyer en fait sur une plateforme de mutualisation de transport. Donc, il n'y a pas vraiment de coût de système d'information à redouter qui serait un frein pour l'utilisation de ce type de modèle, quoi. Okay. En tout cas, c'est pas ce qu'on a observé au niveau GIE. On s'est bien gardé d'avoir des solutions. En fait, nous, on avait développé le portail web. Ça représentait un certain coût. On a obtenu un financement de la part de la région Bretagne. Et ça a permis donc d'avoir un logiciel qui appartenait vraiment au GIE. Okay. Et là, donc, il a fonctionné depuis 2015, donc ça va faire 8 ans qu'il fonctionne. Et on est en train de changer, parce qu'on est arrivé aux limites du système. Donc on a cette fois-ci, ils ont pris la décision de recourir à une application hébergée, donc à une location
de ce logiciel. Donc chacun va payer à l'usage de ce logiciel, quoi. Et c'est pas non plus, enfin ils ont fait une étude de coût, ils ont lancé un appel d'offres, ils ont choisi la solution, et la solution est en cours de développement et elle sera prête au mois de septembre. Donc on sait où on va et on sait que ce ne sera pas un frein. Merci. Bon, je pense que c'est le moment de conclure. Donc merci d'être venu ce soir à la CCI pour assister à cette conférence. Un grand merci Thierry pour ta présentation. Je pense que tu nous as bien rappelé les fondamentaux de la supply chain et j'espère que tous parmi vous, vous sortez avec une connaissance très claire ou peut-être des compléments pour certains d'entre vous. Et puis sur la mutualisation, ce que je retiens, c'est que c'est avant tout un défi humain et que c'est lié aux personnes, pas seulement aux outils, à la façon de mobiliser les personnes pour atteindre un objectif qui est vertueux, qui est économiquement viable, qui est basé sur un business model extrêmement solide et qui est créateur de valeur. Okay, mais c'est les hommes qui vont faire la différence et pas l'outil. Je pense que c'est ce que tu nous as bien expliqué. Merci pour vos questions. On va mettre à l'écran, pour ceux qui veulent nous suivre et qui sont bienvenus pour la suite de nos événements, le programme de la SLOG avec d'autres événements. Et vous êtes bienvenus pour nous rejoindre, nous suivre. Et bien sûr, ceux qui sont intéressés pour donner suite, s'inscrire sur un échange, une discussion en matière de mutualisation, eh bien, contactez-nous directement sur notre site web, LinkedIn, et on va donner suite selon les intérêts des uns, des autres, pour que, on va dire, l'initiative qui a démarré maintenant, la graine qui est semée, puisse poursuivre et trouver son chemin en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Thierry. Merci beaucoup.